Bonjour à tous. Tout d'abord, merci Monsieur le Directeur pour votre invitation à cet échange pour cette journée santé-justice. Donc, je suis Claire Ederlé, je suis psychologue clinicienne dans 2 services au CH La Chartreuse. Donc, j'interviens sur un mi-temps au SMPR de la Maison d'arrêt de Dijon, qu'on nomme désormais l'USP, Unité sanitaire psychiatrique, où là, je prends en charge notamment beaucoup d'auteurs de violences sexuelles. Et je suis également à mi-temps au CRIAS, donc qui est un centre ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles. Donc, les CRIAVS, ce sont des structures régionales qui ont été créées suite à une circulaire en 2006 pour aider les professionnels à se former, à être soutenus, à s'informer sur notamment le type de prise en charge possible avec ces personnes, leur donner des outils, faire connaître les avancées et la recherche. Alors, j'y reviendrai dans mon propos tout à l'heure. En tout cas, en Bourgogne, ça a été impulsé par le docteur Capitain et ça a été créé en 2010. Voilà, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, on m'a demandé de vous parler de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. Mais avant cela, j'aimerais faire un détour sur leur personnalité pour mieux comprendre nos axes de travail avec eux, les possibilités de travail avec eux, parce que tout le monde n'est pas convaincu qu'on puisse faire quelque chose avec eux, et puis peut-être aussi pour briser quelques représentations et élargir notre vision du monstrueux. Alors, c'est un sujet difficile, moi je trouve que celui-ci, face à un public, surtout ces derniers mois, où le sujet est à nouveau au-devant de la scène médiatique. Donc moi, j'éteins ma télé en ce moment entre les débats avec des experts, des connaisseurs, tout le monde a un avis. Sous la force de l'émotion, un petit peu, ça saisit régulièrement les politiques, le public et les médias, justement, et ça participe, moi je trouve, à notre difficulté de penser l'acte sexuel violent et ses conséquences. Et les prises de position, il me semble, manquent parfois d'une connaissance et d'une réflexion en profondeur où chacun tente de prendre parti. Et l'agression sexuelle, c'est déjà un acte qui nous met au défi d'élaborer ce qui surgit à travers l'effroi. Elle nous paralyse, bloque notre pensée, nous sidère. Et je trouve que le sujet il est particulièrement complexe et il ne saurait se limiter à une vision médiatique et compassionnelle. Je vais citer Daniel Zaguri. Alors moi aussi, je suis un petit peu fan de ce psychiatre, qui est une référence nationale dans le domaine de la criminologie en France. Et je vous recommande son dernier livre, La barbarie des hommes ordinaires, où justement, il va parler de plusieurs types de criminels, notamment, et également des terroristes, qui ne sont pas fous, mais qui passent quand même à l'acte. Donc ça peut aider à élargir un petit peu notre pensée sur ce type de personnes. Et Daniel Zaguri dit que si l'on ne veut pas être condamné à ne rien comprendre, à ressasser dans la sidération et l'horreur que le sens de cette cruauté nous échappe, il faut faire l'effort de surpasser notre dégoût. Et c'est bien ce propos avec les auteurs de violences sexuelles, surpasser notre dégoût. Je préciserai qu'éclairer n'est pas excuser, et comprendre n'empêche pas de punir. Restituer la complexité des mécanismes psychiques n'atténue en rien la responsabilité pénale du sujet. Alors, le rôle soignant avec cette population, c'est de travailler en l'absence de demandes spécifiques de soins. Une très grande majorité des auteurs de violences sexuelles n'ont pas de demande initiale. Très peu font une demande spontanée en dehors du cadre judiciaire. Ils viennent vers nous par une incitation tierce, la justice, par le biais de l'incitation aux soins en milieu fermé comme la prison, par les obligations de soins et l'injonction de soins en milieu ouvert. Et d'ailleurs, c'est la question de l'intérêt de la pertinence des soins qui est demandée dans l'expertise pénale. Et elle est quasiment systématique pour les AVS. Il me semble qu'on se dit que de toute façon, ça ne peut pas faire de mal d'avoir un soin. Donc voilà notre cadre de travail. Et évidemment, le soignant, il peut s'en trouver quelque peu lui-même sous contrainte, dans l'exercice d'un soin pénalement obligé, dont la visée sociale serait sécuritaire dans le cadre de la réduction de la récidive. Et c'est ce qui peut réellement poser question pour distinguer avec eux un rôle qui reste soignant et qui nous permet de conserver notre éthique. Alors ce cadre, il n'est pas forcément contradictoire avec un soin, et même il nous aide à travailler. Il me semble indispensable pour moi de travailler avec la justice, avec les auteurs pour les faire avancer. Alors toutefois, je ne veux pas faire d'angélisme, il nous faut réellement définir ce cadre, intercontenant avec la justice, et c'est pas si simple de travailler côte à côte dans nos missions respectives, et dans la préservation du secret professionnel. Alors, les violences sexuelles, elles recouvrent des champs cliniques très larges, s'appuyant sur la contrainte, l'absence de consentement ou la méconnaissance de la sexualité. Chaque situation est unique et particulière,
Et il s'agit d'explorer les modalités d'investissement du sujet, alors dans la sexualité, dans le type de relation avec la ou les victimes, et le contexte de réalisation des violences sexuelles ou des passages à l'acte. Alors, qui sont donc ces auteurs de violences sexuelles ? Il serait réducteur d'établir un profil type, parce qu'on ne saurait résumer un individu à ses agirs, et que la dimension subjective, individuelle et singulière, elle prévaut dans une approche clinique. Alors, les auteurs, ce sont des frotteurs, des téléchargeurs, des exhibitionnistes, des incestueux, des pédophiles, des violeurs d'adultes. Ce sont des hommes, mais aussi des femmes. Ça, c'est mon côté militante féministe pour l'égalité. Ce sont aussi des mineurs. Alors, les violences sexuelles, elles touchent toutes les cultures, toutes les classes sociales. Et les problématiques ne sont pas les mêmes selon ce type de personnes et la prise en charge non plus. Je me contenterai donc de retransmettre ici quelques éléments récurrents entendus dans nos rencontres avec eux. Et je vais développer un petit peu. Alors, une minorité sont d'authentiques malades mentaux, psychotiques, schizophrènes, délirants, troubles bipolaires, déficience intellectuelle, démence. Et s'il existe des difficultés quant aux problèmes de classification, c'est en raison d'un polymorphisme des troubles. Une majorité ont des troubles de personnalité, c'est-à-dire, je vais essayer de vous l'expliquer avec mes mots simples, accessibles, c'est une anomalie de la manière d'être au monde d'un sujet. Alors, sujet chez nous, en psychiatrie, en psychologie, c'est plutôt positif, c'est pas péjoratif, je voulais vous le dire. Donc, dans le monde d'un sujet, dans ses pensées, ses sentiments, ses relations aux autres, telles que ça va entraîner des perturbations, on va dire, significatives dans leur fonctionnement social, relationnel, ou bien encore créer un état de souffrance. Mais les auteurs de violences sexuelles, pour la majorité d'entre eux, ne sont pas des malades. Ils ne sont pas malades, ils n'ont pas de maladie. Si on prend la pédophilie, ce n'est pas une maladie, ça ne s'attrape pas, ce n'est pas génétique, on n'est pas avec. Et d'ailleurs, très peu d'AVS sont reconnus responsables au sens de l'article 122.1 du Code pénal, c'est-à-dire ne présentant pas de maladie mentale, ayant altéré ni aboli le discernement. Alors chez eux, on observe une biographie accidentée de façon fréquente, avec des carences affectives, précoces, des violences, des maltraitances psychologiques, physiques ou sexuelles, de la précarité affective, des troubles de l'attachement, et ça, quel que soit le milieu dans lequel ils ont grandi. Même dans les milieux bourgeois, on observe ça, même si là, c'est plus caché. Ce sont des personnes en véritable difficulté pour entrer en relation, maintenir des relations sociales, mais profondes et authentiques. On est souvent confronté à une incapacité chez eux à verbaliser tout ressenti, des difficultés majeures dans la sphère émotionnelle, affective, ce qui rend évidemment la thérapie difficile, puisque la parole, ça reste quand même notre outil privilégié. Alors chez eux, on parle d'alexithymie, de pensée opératoire formelle, parce que certains parlent, ils peuvent parler longtemps, mais ils parlent pour rien dire, ou sur des choses très factuelles, mais ils ne parlent pas d'eux, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent. Même bien insérés, c'est-à-dire avec une vie de couple, une vie professionnelle. Et je me rappelle ce que me disait le docteur Capitain quand je débutais avec lui, où il me disait que c'était bien avec les auteurs de violences sexuelles, alors avec l'humour qu'on lui connaît, c'est que quelle que soit la personne qu'on avait en face de nous, c'est-à-dire un PDG ou un ouvrier ou quelqu'un qui était dans la grande précarité, ils avaient le même profil. Et c'était pour vous dire que ce n'était pas une question d'intelligence, que même s'ils avaient un bon niveau intellectuel, on retrouvait les mêmes traits communs chez eux. Et il n'avait pas tort. Alors, même bien insérées, c'est des personnes qui vont vivre des relations superficielles, même en étant en couple, même en étant au travail, c'est-à-dire plutôt pauvres au niveau qualitatif. Et ça s'explique par des difficultés, des déficits dans les habiletés et les compétences sociales. Alors, les habiletés sociales, c'est une série de compétences de communication qui, lorsqu'elles sont bien maîtrisées, permettent d'améliorer la qualité des relations qu'on a avec les autres, avec l'entourage. C'est-à-dire être en contact avec autrui, l'expression des sentiments, dans le partage avec les autres, exprimer ses désirs, faire valoir ses droits, l'empathie, qui permet de demeurer sensible aux désirs et aux sentiments des autres. Et ça, chez eux, c'est plutôt précaire. La place accordée à l'autre dans leur psychique, elle est toute particulière. C'est-à-dire qu'il va exister chez eux, à des degrés plus ou moins importants, un véritable déni d'altérité. Alors, le déni d'altérité, nous, on le retrouve souvent dans les entretiens sur des choses anodines. Et je pense à certains patients
que je suivais intensément, c'est-à-dire une fois par semaine quand ça allait bien, et ça pouvait monter à 2 fois, 3 fois par semaine en entretien au SMPR s'ils étaient hospitalisés dans notre service de psychiatrie à la prison de Dijon, quand il y avait un risque suicidaire. Ils étaient très en demande d'être contenus, d'être soutenus. Et ce monsieur, je l'ai suivi pendant 3-4 ans, je pense, et il ne savait pas mon nom. Au bout de 4 ans, il ne savait pas mon nom. Je le voyais une fois par semaine, il ne savait toujours pas mon nom. Et il savait que j'étais la psychologue, il m'appelait madame, il était très poli, très respectueux, mais il ne savait pas mon nom. Et il est parti, il ne savait toujours pas mon nom. Bon, ça voulait dire qu'il restait du travail à faire, mais c'est ça aussi le déni d'altérité. Je pense à un autre patient qu'on a suivi en binôme avec une infirmière. Alors c'était un patient un peu particulier, qui avait pris une très longue peine, qui avait sans doute des traits pervers, et qui lui avait décidé de m'appeler autrement. Donc ma collègue l'avait repris en disant que je m'appelais Madame Ederle. Ben non, il avait décidé que c'était Madame Kimberley. Donc on l'a repris 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ben non, c'était Madame Kimberley. Et ça, c'était sa façon aussi de dénier mon identité et d'imposer son choix surtout. Non, j'étais pas Madame Ederle et je suis restée Madame Kimberley jusqu'au bout. Bon, il lui restait 10 ans derrière lui d'incarcération pour travailler tout ça. Donc il faut rester dans l'espoir et se dire que les collègues vont continuer derrière. Mais vous voyez, le déni d'altérité, c'est ça aussi. Ça commence par des petites choses anodines. Bon, je pense que bizarrement, il se rappelle plus souvent des noms du JAP quand même ou du juge. Ça rentre plus facilement. Alors chez eux, c'est plutôt la possession et la maîtrise de l'objet qui prime. Alors l'objet, c'est l'autre. Ça aussi, c'est notre langage en psychologie, mais c'est pas forcément péjoratif. C'est pour définir l'autre, en tout cas sa place dans la relation. Et chez eux, il n'y a pas de place pour le sujet. Parce que le sujet, chez nous, c'est un être entier différencié, qui se différencie les uns et les autres, parce qu'on va remarquer dans ses désirs et ses différences avec nous-mêmes. Alors face aux victimes, la relation d'emprise, elle reste majeure. C'est des personnes qui ont plutôt tendance à annuler l'autre dans la relation, alors que ça soit par les comportements, par le discours, par ce qu'ils imposent. Et puis parfois, c'est une façon de faire qui va fasciner, voire sidérer. On peut aller jusque-là, et là, il faut être vigilant même quand on est thérapeute. C'est des personnes qui ne sont pas en capacité de percevoir l'autre comme une personne distincte, avec ses propres désirs, j'insiste, et ses propres pensées différentes d'eux. Et c'est pour ça que la victime, ils ne la prennent pas en compte au début. Ils ne peuvent pas, ce n'est pas leur façon de fonctionner, elle n'est pas perçue. Sinon, beaucoup ne passeraient pas à l'acte, ils étaient un peu moins égocentrés. Et la contrainte, elle est rarement reconnue chez eux et pas toujours comprise. Des fois, on a l'impression qu'ils se moquent un peu de nous. Alors, ils la comprennent quand elle est physique, quand malheureusement le passage à l'acte est fait dans la violence physique, dans la contrainte, on a attaché quelqu'un, ça c'est clair pour eux. Mais si malheureusement, et comme c'est beaucoup le cas dans plusieurs affaires, dans la majorité des affaires où il n'y a pas de contrainte, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'attacher quelqu'un pour l'agresser, mais la contrainte morale, c'est pas intégré chez eux. Ils comprennent pas que l'autorité, l'influence, le pouvoir qu'on a dans le langage et dans la relation, que de donner des bonbons, des cadeaux, c'est de la contrainte morale pour avoir quelque chose. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on va aller travailler avec eux. Et vous imaginez que ça prend des années. Je voulais pas faire un truc trop optimiste. Je voudrais pas non plus pas vous donner d'espoir. J'essaye de trouver une bonne mesure parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire avec eux. Alors, avec tout ce que je viens de vous dire, vous voyez que pour l'instant, je ne vous ai pas trop parlé de sexualité, tout simplement parce que les perturbations psychiques, elles sont à entendre du côté de la relation à autrui, et non strictement du côté de la sexualité, de la libido. Ce n'est pas la pulsion qui pose problème chez eux, ou une plus grande libido. Elle est souvent la même que vous et moi, mais c'est le mauvais traitement, une mauvaise gestion de la pulsion qui conduit à l'agir et au passage à l'acte. Et chez eux, le passage à l'agir sexuel, c'est une solution défensive, alors défensive dans le sens psychologique du terme, face à des angoisses majeures qui touchent le sentiment identitaire ou face à des événements de vie qui viennent les heurter, mais auxquels ils ne peuvent faire face. Et ça, on va aller chercher chez eux dans la biographie, dans les quelques mois, les quelques semaines, les quelques jours qui précèdent les passages à l'acte, s'il y a eu des éléments déclencheurs, par exemple, dans la chaîne délictuelle, par exemple. De plus, l'agression sexuelle, alors pour certains profils, certains types d'actes et certaines personnes auteurs, c'est parfois pour eux la seule façon d'avoir une interaction de type sexuel. Alors même si je vous l'accorde, c'est pas adapté du tout. J'ajouterai à titre informatif que le déni des troubles ou la non-reconnaissance des faits, là aussi on ne parle pas forcément le même langage, on ne parle pas forcément des mêmes choses dans la santé et la justice,
c'est pas un facteur prédictif de récidive. Et là, les études internationales, elles sont unanimes. Quand il y a récidive et que les personnes, dans une première affaire, par exemple, n'ont pas reconnu les faits, le taux de récidive, il n'est pas plus important pour ces personnes-là. Hein, les taux, ils sont sensiblement similaires. Et pareil pour nous, moi, je voudrais vraiment préciser, quand on travaille au quotidien avec eux et sur de longues périodes, c'est pas forcément plus facile de travailler avec un auteur qui reconnaît les faits. Parfois, c'est plus simple avec une personne qui est d'abord dans le déni, même si elle reste dans le déni, ou la non-reconnaissance des faits. Hein, là aussi, je vais parler des deux choses, pendant plusieurs années. Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 5 ou bac plus 10 pour comprendre ce que la société nous demande, la justice, parfois l'avocat pour avoir une peine amoindrie, le juge, les gens de la santé comme moi, de dire bah oui, violer c'est mal. Ça, ils savent parfois nous le dire, mais c'est une espèce d'adhésion passive. Et quand vous grattez un peu avec eux, si je peux dire, quand vous allez plus loin et que vous leur demandez pourquoi c'est mal d'aller agresser des enfants, bah, par contre, ils savent pas. Ils ont compris, hein, ils ont bien compris, après un procès, des gardes à vue, leur famille qui leur parle plus, ils ont bien compris que c'est interdit, qu'a priori, il y a une réprobation sociale autour de ça. Tout le monde est content, mais ils n'ont pas intégré pourquoi. Et ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas les conséquences, les préjudices sur la victime, pourquoi un adulte ne doit pas s'intéresser à un enfant, etc. Donc, il faut se méfier de la reconnaissance des faits, c'est extrêmement trompeur. Il faut bien aller creuser derrière ça, et maintenant on y est habitué, et surtout dépasser cette question de l'adhésion passive. Et puis il y a aussi parfois vraiment vouloir nous faire plaisir aussi à nous, vraiment, quoi, faire les bons enfants, les bons élèves. Et on sait que les auteurs de violences sexuelles, alors la majorité, je ne parle pas des psychopathes ou des grands pervers, mais ils se comportent avec nous comme des petits enfants, et ils font les bons élèves, ils sont faciles en prison, ils respectent les règles, ils sont dans le cadre, ils sont dans le moule. Donc si on leur demande d'apprendre une leçon, ils la répètent, il n'y a pas de souci. Mais on leur souhaite aussi d'autres choses. Et puis parfois il y a la reconnaissance partielle, ce qui est plutôt un bon présage dans le travail thérapeutique. Alors je vais vous le dire comme ça avec un exemple qui peut parfois choquer, mais ils vont dire bah oui, j'ai couché avec elle, mais je ne l'ai pas violée. Pour nous, en tant que psychologue, quand on travaille avec eux, c'est plutôt un bon facteur. Ça veut dire que déjà ils reconnaissent la relation sexuelle, et puis qu'après on va aller pouvoir travailler avec eux sur leur représentation. Qu'est-ce que c'est qu'un viol ? Pour les gens, un viol, c'est par exemple, je peux coucher avec mon ex, quoi. Même si elle veut pas, parce que c'était mon ex, on a déjà couché ensemble. Non, monsieur, quoi. Mais ils ne le savent pas. C'est pas intégré. Vous voyez, ils n'ont pas les mêmes représentations du viol. Ils vont vous dire, un viol, c'est, je vais enlever quelqu'un dans un parc la nuit, je vais l'attacher, je vais la taper. Ça, c'est un viol. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est pas un viol. On se connaissait, elle m'aimait bien. En plus, elle a pas dit non, elle disait rien. Ah oui, monsieur, sidération. Donc, on explique tout ça là. Tous ces phénomènes. Mais vous voyez, il faut aller au-delà de nos représentations premières avec eux. Alors, une autre façon d'être au monde, je regarde l'heure, c'est bon, je suis dans les temps. Une autre façon d'être au monde pour eux et qui les protège, c'est le clivage. Et ce qui heurte souvent dans les faits divers, outre l'horreur du crime, c'est l'hypernormalité fréquente qui est décrite chez les auteurs. Comment une personne pédophile, elle peut paraître tout à fait ordinaire, ne présenter aucune symptomatologie évidente, aucun comportement soupçonneux. On évoque dans les médias Dr Jekyll et Mr Hyde ces derniers temps, moi je l'ai entendu, une double personnalité quand c'est pas un dédoublement de personnalité. Bref, une autre lecture peut expliquer cela, c'est ce qu'on appelle le clivage. Alors je vais vous l'expliquer en deux lignes, mais moi je vous inviterai au travers du CRIAF de venir suivre des formations avec nous pour vous en dire plus. Le clivage, c'est un mécanisme de défense psychique, comme le déni. Et le clivage, c'est au lieu d'avoir une attitude unique dans leur psychisme, il y en a deux. Il y en a une qui est bien adaptée, qui tient compte de la réalité, donc normale, normative, adaptée, alors que l'autre, elle est sous l'influence des pulsions, des angoisses, des affects, et elle va se détacher. Dans l'entretien avec eux, quand ils parlent du passage à l'acte, et lorsqu'ils évoquent les faits, on entend parfois c'était moi et c'était pas moi. C'était un peu comme dans un rêve. Et là, ils ne sont pas forcément dans la non-reconnaissance des faits. Ils vont vous dire, c'est comme si c'était un autre, c'est la partie monstrueuse de moi, il y a une bête noire. Alors parfois, on pense tout de suite, c'est un psychotique, il délirait, quoi. Eh bien non, parfois c'est juste le clivage, parce que le clivage, c'est un mécanisme très archaïque et très fort. Alors ils ne sont pas forcément de mauvaise foi, ils ne se moquent pas forcément de nous, même si parfois on y pense. Ils ne nous manipulent pas toujours. Ils tentent plutôt de décrire à leur manière leur fonctionnement clivé avec leurs mots. Et je vous ai dit, c'est des gens qui ne sont pas aisés avec la parole et avec l'expression de leurs ressentis. Et quand le clivage n'est plus, c'est-à-dire quand ils sont interpellés, dénoncés,
et que là, les deux parties se rassemblent, hein, par exemple lors des gardes à vue ou de l'entrée en incarcération, nous, on va être plutôt vigilants parce que certes, le travail va pouvoir avancer parce que les défenses psychiques se sont assouplies, mais c'est là qu'il y a un vrai risque d'effondrement, et notamment des risques suicidaires, où lors des procès, on va être extrêmement vigilant parce qu'il n'y a plus de défense justement pour protéger de l'effondrement psychique. Voilà, c'est ça le clivage en quelques mots. C'est ce qui fait que l'agresseur, il n'est pas un agresseur tout le temps, qu'il est parfois bien inséré, qu'il a une double image, qu'il peut être un bon père le jour et un violeur la nuit. C'est aussi pour ça qu'ils nous font violence. Hein. C'est la violence d'être face à un autre nous-mêmes, à un voisin, à un ami de la famille, un instituteur, un oncle, un prêtre, un médecin. Bon, je ne vais pas faire toute la liste des potentialités, mais à des personnes à qui on a accordé notre confiance, notre amitié parfois, ou notre amour. Je pense à certaines épouses de violeurs ou de pédophiles qui ne savaient pas, qui ne pouvaient rien voir. Alors on pense toujours qu'on peut tout savoir. Ça, c'est un autre débat qu'elles auraient dû voir, qu'elles n'ont pas voulu voir. On ne va pas pouvoir développer aujourd'hui. Mais en tout cas, ils nous surprennent et ça nous horrifie parce qu'ils nous ont doublés et c'est ce sentiment d'escroquerie qu'on les proche. Alors, est-ce qu'on peut parler pour autant de perversion ? Alors oui et non. Parce que la délinquance sexuelle, ça ne se résume pas à la perversion et que là aussi, la perversion, ça va être une question de langage. La perversion, ça n'a pas les mêmes valeurs pour un juriste que pour un psy. Déjà, dans le monde de la psy, on n'est pas tous d'accord avec la définition de la perversion. En plus, c'est bien galvaudé pour les médias. Et on a vu tout à l'heure que ça pouvait avoir de lourdes conséquences si c'est écrit dans des expertises. Et ça a de lourdes conséquences aussi pour le thérapeute qui le prend en charge. Si vous ouvrez une expertise et qu'il y a marqué pervers, vous baissez les bras tout de suite, quoi. Au pire, ça vous fait peur. Au pire, vous n'avez pas trop envie. Puis au pire, vous dites, je vais peut-être pas m'investir, je perds mon temps, non réadaptable, puisqu'avec les pervers, on ne peut rien faire, etc., etc. Ça reste quand même des idées qui restent d'actualité. Alors, dans la pratique, il y a peu de grands pervers, manipulateurs, dont la jouissance ne s'appuie que sur la destruction de l'autre. D'ailleurs, le pervers, il n'utilise pas forcément la sexualité pour agir, c'est plutôt l'idée de dominer qui prime. L'autre, il n'est pas considéré là aussi comme un autre, mais il est chosifié, ustensilisé comme un objet. Et ça va être un écrasement de l'autre au profit d'une ascension narcissique. Et parfois, les pulsions sexuelles, elles sont mises au service de la violence comme un outil. Alors nous, on en rencontre très peu dans une prison. C'est pas le plus gros du public des auteurs de violences sexuelles. C'est pas notre quotidien. On en a quelques-uns de temps en temps, quelques-uns dans l'année, mais on en a moins de 10, par exemple à Dijon, dans un effectif global. Il ne faudrait pas qu'ils disent ça comme ça. En tout cas, dans l'idée qu'on peut en avoir, rares sont ceux qui prennent plaisir à parler de leurs actes en thérapie, qui déversent crûment sur leur déviance. Au contraire, c'est eux qui sont plutôt mal à l'aise. Et c'est à nous d'aller les chercher sur ce terrain, d'aller les faire parler sur le passage à l'acte, d'aller creuser sur la sexualité, d'aller poser des questions. Eux, s'ils pouvaient éviter le sujet, plus jamais en reparler et juste être punis, ça les arrangerait. Bon, alors il y en a quand même certains, des grands pervers. Alors pour peu qu'ils soient très intelligents, là ça se complique, ou c'est le pompon, j'ai envie de dire. Ça va être très très dur. Mais rien n'est impossible, j'ai envie de dire, et on peut assouplir certaines choses. Alors on les empêchera peut-être pas d'être pervers, mais peut-être de franchir des interdits sociaux, par exemple. Alors par exemple, il y a 2 semaines, moi j'ai un nouveau patient qui m'a été recommandé par un charmant collègue médecin. Je lui en veux depuis, évidemment, parce qu'il a des traits pervers et qu'il s'annonce. Alors je dis il s'annonce parce qu'on n'a pas fait le diagnostic encore, mais bon... je peux vous dire, j'en ai parlé pendant 2 jours à mes collègues qui sont présents là-haut. Il y a une collègue qui a été un petit peu saoulée, si on peut dire, parce que même avec la pratique, moi j'ai eu besoin d'en parler. C'est un monsieur qui a été dans le contact, mais d'emblée en lui serrant la main dans la salle d'attente sur la coursive, ça a été compliqué. Très poli, trop poli, très proche, trop proche, très sympathique. On aurait bien bu un café ensemble selon lui, mais bon, voilà, mais très désagréable. Il a fallu le recadrer tout le temps. Très cru, là, on n'a pas l'habitude parce qu'on n'en voit pas tant que ça finalement. Et je peux vous dire que ça a été compliqué à gérer. Moi, j'ai eu besoin d'en parler, d'extérioriser, puis d'être rassurée aussi sur ma position de soignante. Parce que ce monsieur, par exemple, j'ai tellement recadré dans l'entretien qu'il est reparti en pleurant quand même. Parce que je l'ai confronté à ses actes, à ce qu'il me disait. Et après, c'est moi qui me suis sentie mal. C'est-à-dire, est-ce que je suis restée dans ma position de thérapeute ? Est-ce que j'étais encore humaniste ? Est-ce que j'ai été trop loin ? Etc.
Voilà, c'est un petit exemple. En tout cas, il semble plus pertinent de parler chez eux de comportements pervers ou très pervers plutôt que de structures perverses au sens large, parce que ceux-là sont plus rares. C'est l'immaturité psycho-affective qui est au cœur de la problématique. Il serait donc utopique et illusoire de penser que la clinique des violences sexuelles, elle s'explique en termes de pulsionnel et le soin réduit à la castration chimique. Parce que ça, on entend beaucoup parler aussi, la fameuse castration chimique. Ça marche tellement bien qu'on se demande pourquoi on ne prescrit pas à tout le monde, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Ça fonctionne, ça empêcherait le taux de récidive, ça serait hyper sécuritaire. Et puis, je sais pas, les médecins n'y ont pas pensé. William, vous n'êtes pas dit on va en coller à tout le monde puisque on répare tout et c'est magique. Eh ben non, on n'en colle pas à tout le monde parce que ça correspond pas à tout le monde. Parce que c'est pas aussi simple que ça, qu'il y a des profils extrêmement ciblés pour que ça fonctionne. Et je parle sous ton contrôle puisque je ne suis pas médecin. Et puis que c'est pas magique, quoi. Il suffit pas de prendre un médicament pour ne pas avoir de déviance, pour ne pas avoir de fantasmes, pour changer son mode de relation à l'autre, pour être à l'aise avec l'autre, et être capable d'être dans la séduction, par exemple. Et que vous l'avez vu avec tout ce que je vous ai décrit, le médicament, il va pas arranger tout le reste, quoi. Donc il va bien falloir le travailler quand même. Bon, c'est un autre débat là aussi, et je vous invite à venir au criage pour en parler et échanger sur ce sujet. Mais je tenais quand même à le dire parce que ça m'agace dans les médias. La réalité, elle est bien plus complexe. Vous aurez compris que ça ne doit pas se résumer à une problématique sexuelle au risque de passer à côté de la problématique identitaire qui est fondamentale chez eux, narcissique, et celle de la relation à l'autre. Évidemment, on ira travailler le passage à l'acte et la sexualité malgré tout. J'ai encore un petit peu de temps, monsieur le directeur ? 5 minutes ? Dans l'abord psychopathologique des AVS, alors moi je dis auteur de violences sexuelles et pas ICS, nous disposons d'un arsenal conceptuel théorique fourni. Il y a toutes les théories analytiques, psychodynamiques, cognitives, la crimino, la sexologie, ainsi que des modélisations permettant d'appréhender le phénomène selon des approches variées. Alors on va aller travailler sur la clinique du passage à l'acte, la chaîne délictuelle, les distorsions cognitives, la compulsion. Tout ça en complémentarité avec les autres intervenants du dispositif de prise en charge, c'est-à-dire le médecin coordonnateur dans le cadre de l'injonction de soins, le CEPIP, la famille. Alors là, je pense au cas d'inceste où parfois les thérapies familiales sont nécessaires, ou la prise en charge de la famille dans sa globalité, puisque la problématique dans l'inceste ne se résume pas à l'agresseur et l'agressé. Aujourd'hui, la prise en charge en France, elle n'a pas à rougir de celle de nos confrères canadiens. La France, elle n'est pas en retard comme on peut parfois l'entendre dans les médias. Il y a un véritable consensus scientifique pour dire qu'il n'y a pas d'orientation spécifique à privilégier, mais l'intérêt réside dans un accompagnement thérapeutique pluriel, c'est-à-dire mêlant des thérapies individuelles et groupales, multi-axiales, en collaboration avec la justice. Alors le groupe entre pairs PAIRS, avec ses auteurs, ça va leur permettre de se confronter à l'altérité, c'est-à-dire à l'autre, de compenser les carences individuelles et permettre la mise en commun des actions d'introspection. Ça va leur permettre de développer la verbalisation et la socialisation. Il va s'agir d'une confrontation à des pairs et viser une prise de conscience de la réalité de l'acte à travers le regard et la parole de l'autre. La thérapie individuelle, elle va viser à mettre en place des comportements alternatifs, des compromis dans leur sexualité, une gestion de la colère et des affects, par exemple, d'admettre le préjudice causé à la victime. Alors là aussi, c'est pas quelque chose qu'on aborde en début de thérapie, c'est quelque chose qu'on évalue régulièrement, mais c'est des choses qu'on va travailler plutôt en fin de thérapie, c'est-à-dire au bout de 4, 5, 6 années. Moi, je commence à vraiment voir l'évolution au bout de 2 ans, un tout petit peu. Donc, chaque chose en son temps. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas de conception de l'autre dans sa tête de comprendre le préjudice causé à la victime. On va travailler sur la violence. Moi, j'ai des patients que j'ai en tête, je suis quasiment sûre, alors je ne vais pas y mettre ma main au feu non plus, mais qui ne vont pas récidiver sur des violences sexuelles. Par contre, je ne suis pas sûre qu'ils ne tuent pas quelqu'un. Donc la problématique est ailleurs. Je le dis un peu crûment, mais c'est ça. Là, la problématique, c'est la violence et la gestion des affects. Et là, on va cibler, vous voyez, pas sur les violences sexuelles, c'était opportuniste, dans le cas parfois d'une psychopathie, mais la problématique et la dangerosité vont se situer au niveau de la violence. C'est un peu raide de le dire comme ça. En tout cas, pour les prises en charge et l'accompagnement, et je me dépêche,
Seul un thérapeute formé, disposé à travailler avec ses auteurs, à aller au-delà de ses représentations premières, pourra s'y confronter. Ce public, il nécessite une approche différente de nos patients tout venant. Il nous faut être plus directif, beaucoup plus cadrant, sans complaisance. Et pour y parvenir, le professionnel ne peut rester dans une posture de passivité et d'écoute pure. Pour les soignants, il n'est pas aisé de travailler sur le passage à l'acte, c'est-à-dire aller en détail sur ce qui s'est passé, sur la sexualité. C'est quand même pas simple d'aller travailler sur l'intime de quelqu'un, sur les déviances, pourquoi ils aiment les enfants, par exemple, si je pense aux pédophiles. On entend des choses qui sont très dures, qui sont horrifiantes, qui peuvent mobiliser beaucoup d'agressivité chez nous, de dégoût. Moi, ça m'est arrivé 2 fois où j'avais jusqu'à la nausée avec la personne. On est vraiment très très mal. Alors c'est plutôt rare, mais ça arrive. Et du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand même difficile dans ces moments-là de se questionner sur sa position thérapeutique. Est-ce que je suis encore soignant? Est-ce que je redeviens le citoyen lambda devant ma télé, devant les faits divers? Et donc pour ça, le soutien des professionnels, il est indispensable. On doit mettre en place des prises en charge en duo, en binôme thérapeutique. C'est ce qu'on fait à la prison de Dijon avec des patients difficiles. On ne doit jamais rester seul dans ces accompagnements et pour ça, il faut débriefer. Alors on peut faire appel par exemple au CRIAVS. Le CRIAVS, c'est son rôle, c'est-à-dire de venir faire de la supervision avec vos équipes en individuel ou en groupe, venir vous former, vous présenter des outils. Quand vous êtes freiné dans votre prise en charge, on vient éclairer ou vous rassurer. Parce que la clinique des violences sexuelles, elle implique beaucoup, beaucoup de modestie. Le travail avec eux, c'est difficile, c'est laborieux, c'est long, c'est lent. Il faut déconstruire pour reconstruire. Et en plus, c'est un travail qui n'est pas forcément valorisant. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus valorisant de s'occuper des victimes ou d'aller en cancérologie. Là, l'empathie, en plus, elle n'est pas naturelle avec ce type de patient. Et puis, il y a la crainte du regard des autres. Quand vous dites ça à un dîner familial, le dimanche, personne n'a envie d'en parler. Les gens ne sont pas forcément fiers de vous. Même à l'hôpital, avec nos collègues, des fois, c'est mal vu de s'occuper de personnes placées sous main de justice, et encore moins les auteurs de violences sexuelles. On a l'impression qu'on perd notre temps, qu'il vaut mieux s'occuper des vrais malades, des malades psy. Et du coup, c'est dur parce qu'on n'est pas valorisé dans notre métier, moi je trouve, et on en parlait avec mes collègues qui sont là-haut, qui me soutiennent, justement il y a encore 2 jours en disant qu'on ne peut pas en parler avec nos amis, qu'on en parle, ça intéresse personne, et en plus on nous demande pourquoi on fait ça, Et en plus avec la suspicion que c'est un petit peu malsain en plus d'aller s'occuper des auteurs ou d'être travaillé en prison. Et alors donc il nous faut beaucoup d'humour entre collègues pour supporter tout ça, et puis surtout pour pas pleurer. Et puis on a la crainte de la récidive quand on s'occupe de ce type de patient qui est toujours dans un coin de notre tête, et on a cette pression aussi médiatique ou de la justice par rapport à la récidive. Donc n'hésitez pas à faire appel au CRIAVS. Je vous le disais, il y en a un par région. En Bourgogne, depuis quelques années, on collabore étroitement avec plusieurs équipes du soin, de la justice. Je pense au SPIP, à la PJJ, au social, à l'ASE avec les enfants, ou à l'ASDAD dans la précarité. C'est gratuit, c'est un service gratuit à l'heure actuelle des réductions de budget. Avoir de la formation, avoir de la supervision quand vous en avez besoin dans l'urgence. On est une équipe de 4 personnes avec 2 médecins et 2 psychologues, et on se déplace sur toute la Bourgogne. À Dijon, on a aussi pu mettre en place cette année une médiation thérapeutique groupale à la maison d'arrêt avec un petit groupe d'auteurs de violences sexuelles. Et l'expérience, elle s'avère plutôt positive, et elle va être évidemment reconduite. La prise en charge des mineurs AVS, qui représente un tiers des auteurs de violences sexuelles, elle évolue également. Et il y a un projet qui est actuellement en cours de construction, qui est porté par le CRIAVS et le CHS, pour monter une structure de soins spécifiques dédiée à ce public mineur, le besoin étant réel en Côte d'Or. Alors pour conclure, déjà je voulais vous dire qu'on organise aussi chaque année une journée d'études, le CRIAVS, où on invite des références scientifiques nationales pour nous éclairer, des acteurs locaux de ces prises en charge, des intervenants judiciaires ou de la prévention. Cette année, elle aura lieu le 11 octobre. Il y a des plaquettes à votre disposition, des flyers à l'entrée, avec pour thème très sympathique la pédophilie, tout un programme. Donc on vous attend nombreux. Il y aura un peu d'humour parce qu'on est bien obligé, le sujet étant tellement lourd. Et puis j'aimerais vraiment terminer mon propos sur une note positive, dire qu'il est possible de travailler avec eux, que la recherche elle a beaucoup avancé ces 30 dernières années, qu'il y a beaucoup de ces auteurs de violences sexuelles, de ces personnes qui investissent le soin, qui s'engagent réellement dans la thérapie, alors par la contrainte au départ, mais qui finalement vont instaurer avec nous un vrai lien thérapeutique. Ayez en tête que la majorité ne récidive pas. On ne le dit pas assez, même si c'est déjà trop, et qu'il reste beaucoup à faire.
C'est une pratique qui est extrêmement riche, intéressante et variée. Il y a une vraie responsabilité pour le soin dans la qualité de nos prises en charge. Et là aussi, on va participer à la baisse de la récidive. Et qu'accompagner ces personnes, pour nous, c'est aussi éviter de nouvelles victimes. On l'a toujours en tête. Pour conclure, gardons à l'esprit que nous sommes face à des personnes, que c'est un sujet qui s'adresse à un autre sujet humain et qu'une personne ne se réduit pas à ses actes, qu'il n'est pas que ses actes. Il faut aller oser chercher l'humain derrière l'acte monstrueux, la monstruosité étant terriblement humaine. Merci à vous.